Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette visioconférence de ce matin sur la thématique cybersociale. Et on a la chance de recevoir Fabrice Lavergne qui va pouvoir nous parler de ce sujet-là. Fabrice, je vous laisse la main. Je vous souhaite une bonne visio. Et à tous les participants, je vous invite à noter vos questions dans le chat dès que vous en avez et on vous donnera la parole au fur et à mesure pour que vous puissiez vous exprimer. À plus tard. Merci, bonjour à tous et merci pour l'opportunité de faire cet exercice ce matin d'atelier UPE 06. Alors, on va aller vite dans le sujet et puis on va faire en sorte d'être succinct pour vous permettre de poser des questions, si vous le voulez, au fur et à mesure de l'intervention. Tout d'abord, qui suis-je? Je suis Fabrice Lavergne, je suis chef d'entreprise depuis une vingtaine d'années dans des secteurs plus traditionnels et depuis 2009 dans la cybersécurité. L'origine du projet, c'est les problématiques d'un chef d'entreprise c'est moi en tout cas, qui a rencontré un expert dans la cybersécurité, Pierre Gouspy, qui a mis en place un système, on appelle ça un SIEM, mais aujourd'hui on ne rentrera pas dans la partie technique, c'est-à-dire un système qui va contrôler, anticiper les cybermenaces. Alors, la vision qu'on a eue, elle est assez simple, hein, c'est un constat, c'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques mois, il n'y avait pas ou peu de protection contre les cybermenaces qui étaient accessibles pour les TPE et PME. Et on s'est fixé une mission avec cyberdétection, c'est de protéger les TPE, les PME, les collectivités de taille moyenne qui n'ont pas forcément ni les compétences techniques, ni les moyens de se protéger. Alors, on va axer notre intervention sur la partie interne des menaces aujourd'hui. En fait, on parle très souvent des menaces externes, c'est-à-dire les cyber-attaquants qui arrivent de Russie et qui font des attaques ransomware, etc. Et ça arrive tous les jours. Mais la réalité, c'est que 70% des menaces, des cybermenaces arrivent en fait, c'est de l'interne. C'est là où il y a le plus grand risque. C'est une menace qui est réelle et qui est déjà dans nos entreprises, tout simplement parce que les collaborateurs travaillent tous les jours et avec des vulnérabilités, avec des failles. On est humain. Alors évidemment, c'était vrai avant le Covid-19, ça allait encore plus puisque le télétravail a eu un essor fulgurant. Et puis, je pense que c'est une tendance qui va durer, puisqu'on y a trouvé quand même un certain confort et un côté hybride. Et d'un autre côté, le télétravail, c'est quelque chose qu'en tant qu'entreprise et chef d'entreprise, on ne maîtrise pas. On peut opposer d'ailleurs la surveillance qu'on a eu jusqu'à présent l'habitude d'avoir des collaborateurs, hein, une surveillance bienveillante, on va en parler un peu plus tard, mais la surveillance en présentiel, c'est-à-dire au travail, au bureau, et puis la surveillance en distanciel, c'est-à-dire quand la personne est déportée, elle est en télétravail. Peu d'outils sont aujourd'hui en place et sont encore une fois accessibles aux TPE, PME. Alors, vous l'avez compris, on va parler d'actes de malveillance informatique en interne avec l'ère du tout numérique. L'objectif de cette intervention, c'est de vous sensibiliser aux menaces et puis deux, de vous donner quelques pistes pour pouvoir les limiter, puisqu'on ne pourra jamais les éviter à 100%. Alors, quand on parle de menaces internes, on va dire les choses clairement. On parle d'erreurs humaines d'un côté, et puis on parle aussi de malveillance, des choses qui sont faites exprès. On a aujourd'hui 3 types de menaces internes en matière de cybersécurité. Globalement, pour rappeler ce que ça touche les données de l'entreprise, ça peut toucher le côté opérationnel, c'est-à-dire que ça peut bloquer une entreprise, ça peut bloquer son système de facturation, ça peut bloquer ses progiciels qui vont lui permettre de contrôler des machines, ça peut bloquer vos données, vos documents, ça peut vous voler des documents personnels, on parlera tout à l'heure de RGPD aussi. On peut appeler ça des attaques internes
qui finalement ont la même conséquence que toutes ces attaques externes dont on parle à la télé tous les jours, très souvent sur des grands comptes. En ce moment, particulièrement sur la santé, on en parlera de façon un peu plus précise tout à l'heure. En fait, on a donc du personnel qui peut faire des erreurs, et puis on a du personnel qui peut être malveillant, et on a aussi du personnel qui peut se faire avoir par des pirates, euh, parce que ces pirates dont on parle tous les jours, ben, ils affinent leur technique d'attaque, elles deviennent plus subtiles et, ils exploitent les failles de sécurité générées par nos propres collaborateurs. Alors, on distingue 3 types de menaces, comme je vous ai dit. Il y a l'accident. Donc là, effectivement, on est sur l'erreur, un manque de formation, un manque de pratique. Et l'exemple, c'est d'ouvrir un fichier qui va déclencher un ransomware. Pour rappel, le ransomware, c'est un logiciel qui va attaquer vos données en les cryptant. Et puis derrière, on va vous appeler en vous demandant une rançon pour pouvoir les décrypter. Il y a la négligence. C'est souvent là, pour le coup, le non-respect du collaborateur, ou parfois la négligence dans la structure de l'entreprise pour pouvoir faire du télétravail. On peut voir des entreprises qui n'ont pas sécurisé entre le poste de travail où le collaborateur va travailler de chez lui et puis ses serveurs. Et puis, on a des collaborateurs qui ne vont pas suivre les règles. Par exemple, il va partager des travaux sur un cloud public sur lequel l'entreprise n'a pas la maîtrise de la sécurité, et puis les informations elles vont fuiter. Après, on en a déjà un peu parlé, c'est la malveillance. Là, pour le coup, c'est intentionnel. Alors, on a le cas dont on n'aime pas parler, qui est pour le coup très fréquent, d'une personne qui est en phase de licenciement. Ça arrive dans toutes les entreprises. En qui on avait confiance, on a moins confiance, puis cette personne, parfois par vengeance, elle va vouloir supprimer des fichiers, voler des données, peut-être parfois même les revendre. D'ailleurs, on peut parler parfois d'espionnage, et puis il peut y avoir des motivations financières derrière. On est vraiment sur la malveillance. On peut d'ailleurs se poser la question de savoir si nos collaborateurs peuvent être à la solde de la cybersécurité, de la cybercriminalité. Je vous dirais oui, oui, tout simplement par l'appât du gain. Peut-être qu'une personne qui aura une situation difficile qui se fera approcher par un cybercriminel, par les réseaux sociaux tout simplement, parce qu'elle est sur LinkedIn, sur Facebook et qu'elle affiche qu'elle est dans telle ou telle entreprise, va pouvoir se faire amadouer par l'appât du gain, encore une fois. Et puis là, le cybercriminel va passer, je dirais, les sécurités de l'entreprise de façon beaucoup plus facile pour vous attaquer. Et encore une fois, peut-être trouver une façon de vous mettre un ransomware et vous demander des sous après. Alors, on a en ce moment l'exemple flagrant de la santé. En plus de ça, dans le cas de du Covid-19, on a la violation de la sécurité des hôpitaux, par exemple. Alors, quelle est la principale victime? Finalement, c'est le patient. Tout simplement parce que si, comme je vous disais tout à l'heure, le cybercriminel arrive à bloquer par un lien, par une voie ou une autre, à bloquer vos outils de travail, ça menace directement la vie. On a eu un cas, je crois, aux États-Unis d'une personne qui a perdu la vie tout simplement parce qu'ils ont eu une attaque informatique, ils n'ont pas pu soigner le patient. Et puis, on passe aussi par le vol des données personnelles. Dans la santé, il y a une notion de confidentialité qui est très forte quand les données personnelles sont volées. Alors, il y a à la fois, bien entendu, un préjudice pour le patient, et puis il y a le non-respect du RGPD. Il y a des sanctions financières. Bon, je vous parle beaucoup de problèmes financiers, de peur. Je ne suis pas là pour vendre la peur, je suis là surtout pour vous sensibiliser. Alors, il y a juste une chose, c'est que je ne faisais pas passer les slides, j'étais trop concentré sur
sur mon speech. Donc, on a vu les menaces internes. On fait un petit rappel. On a l'accident, on a la négligence, on a la malveillance. Si un cybercriminel arrive à passer par le biais de failles humaines qui sont nos collaborateurs, on peut avoir des ransomware, on peut avoir des attaques à l'image de l'entreprise, on peut avoir de l'espionnage, on peut avoir du sabotage. Voilà pour le petit rappel. On a vu ce que ça pouvait représenter comme menace sur le secteur de la santé, mais chaque secteur a bien entendu des choses à perdre. Très souvent, c'est difficile de contrer cet argument du chef d'entreprise qui va dire « mais moi, j'ai rien à cacher ». Mais ce n'est pas un problème de cacher quoi que ce soit, ce n'est pas un problème d'avoir des mystères dans votre entreprise, c'est surtout un problème de vous voler, de vous bloquer des données, de vous bloquer votre activité. Et là, il n'y a pas besoin d'avoir des secrets. Alors, on en est là, on en est à une surveillance responsable. Alors, on en vient plus finalement au vif du sujet. On a cherché avec mon collaborateur sur un moyen technique de faire de la surveillance, du contrôle du collaborateur dans le télétravail. Alors, cette surveillance, elle doit à tout prix être responsable et bienveillante. Bon, sinon, tout simplement, elle est illégale. Il y a trois thèmes majeurs dans la responsabilité de cette surveillance. Il y a avoir un objectif clairement défini et ne pas utiliser cet objectif à d'autres fins. Il faut y veiller. 2, il faut être proportionné et adéquat à cet objectif. Alors, par exemple, on peut tout simplement se dire, il est normal que je veuille, en tant que chef d'équipe, manager, vérifier que mes gars qui m'ont dit qu'ils s'étaient mis au télétravail travaillent. Pour autant, je ne dois pas surveiller les moindres mouvements de la souris pour vérifier si il a passé 5 minutes sous Word, si entre-temps il est allé consulter Facebook, etc. Là, ça va trop loin et on va au-delà de l'objectif. Et puis, troisième point, c'est la nécessité d'une information préalable des personnes qui vont être surveillées, contrôlées. Alors, ces trois éléments-là ne sont pas nouveaux. Ils étaient déjà valables en présentiel. Ils le sont d'autant plus en distanciel. On est parti du principe que ce qu'on pouvait faire comme surveillance et comme contrôle quand on était un manager, quand on était un chef d'entreprise dans nos locaux par rapport à nos collaborateurs, il fallait qu'on puisse l'avoir aussi quand le collaborateur était en télétravail. C'est plutôt du bon sens. Alors, il y a des outils pour pouvoir passer ce cap de la possibilité de surveiller tout en étant responsable. C'est d'élaborer, de faire signer une charte informatique si ce n'est pas déjà fait. On a encore des entreprises qui n'ont pas de charte informatique. C'est assez simple à mettre en place et c'est encore une fois beaucoup de règles de bon sens. Et puis une charte de télétravail. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais dans la charte de télétravail, vous devez aussi indiquer au préalable que vous allez surveiller tel et tel point avec l'objectif de, par exemple, vérifier que votre collaborateur en télétravail travaille. Donc, il y a aussi un dernier point on a vu juste précédemment, c'est le respect des RGPD. Alors, juste pour se rappeler, RGPD, c'est Règles générales sur la protection des données. C'est hyper important pour un chef d'entreprise, avant tout au niveau financier, c'est que quand ça vous tombe dessus, ça fait très mal. Il y a des règles, encore une fois, simples et de bon sens à mettre en place. C'est du boulot, ça fait partie de la charte informatique, ça fait partie de la charte de télétravail, ça fait partie du respect continu et quotidien, et ça peut éviter des sacrées surprises. Alors, on en vient là à parler du ce qu'on appelle, nous, cybersocial. Alors, on a inventé cette marque, on a inventé ce mot tout simplement parce qu'on est à la croisée des chemins entre la cybersécurité et le social. L'objet même, c'est la détection des menaces par anticipation. Alors, encore une fois, on a parlé des menaces qui peuvent être de sécurité informatique.
on parle, c'est pourquoi on parle de croisement entre le social et la cybersécurité. On parle aussi de menaces pour un chef d'entreprise de ne pas avoir la maîtrise de ce que fait son collaborateur. On a en France des règles très spécifiques de droits sociaux. Je ne vais pas les énumérer aujourd'hui, je n'ai pas cette prétention, mais le chef d'entreprise est responsable du salarié, du collaborateur, parfois pour veiller à ce que sa santé aille bien, qu'il soit moralement en bonne santé, parfois pour vérifier qu'il ne fasse pas trop d'heures, etc., etc. Et là c'est pareil, hein, c'est réprimandé lorsqu'on se fait avoir sans le savoir d'ailleurs. Alors, je vais vous donner des exemples d'alertes que vous pouvez mettre en place avec Cybersocial pour pouvoir éviter, encore une fois, les menaces internes de cybersécurité informatique et sociale. Dans beaucoup d'entreprises, on en est encore tout simplement à des bases de données où on a des droits d'accès pour certains collaborateurs, et puis des répertoires, des fichiers qui vont représenter parfois avec un fichier Excel finalement la Bible de vos prix, ça arrive très fréquemment, ou dans un répertoire que vous vous dites protégé, on a les fichiers qui vont être des fichiers sources pour votre entreprise, des fichiers qu'il faut plus particulièrement protéger. Alors, vous allez pouvoir me dire, oui, mais pour ça, on a déjà un prestataire informatique et un Active Directory. L'Active Directory, c'est informatiquement sous Windows qui recense vos collaborateurs, leurs accès et leurs privilèges. Pour autant, cet Active Directory, au fil du temps, il va se détériorer, non pas informatiquement, mais par négligence, tout simplement, mais par négligence d'avoir, par exemple, informé votre prestataire informatique à un collaborateur qui est parti, vous avez oublié de lui dire, il n'est pas enlevé de l'Active Directory. C'est une faille de sécurité. Et avec cyberdétection, hein, on en vient au produit, on arrive à faire remonter une alerte quand on a au préalable, bien entendu, paramétré ce qu'on voulait protéger, une base de données, un fichier, un répertoire. Je rentre un tout petit peu dans la technique. Tout ce qui va générer des journaux d'événements, ce qu'on appelle aussi des logs, tout ce qui va générer des journaux d'événements, quand vous allez rentrer dans une base de données, ça va générer un événement. Tel utilisateur est rentré dans la base de données. Quand vous allez sortir, ça va générer un événement. Quand vous allez consulter telle ou telle chose, ça va générer un événement. Tous ces journaux d'événements, ils vont remonter à cyberdétection. Et en fonction des paramétrages que vous allez mettre les plus fins possibles, on va remonter une alerte. À qui on va remonter l'alerte? On va la remonter soit à votre système informatique, si votre entreprise en a un, soit à la personne de votre choix finalement, ou à votre prestataire informatique. Je vais vous donner d'autres exemples. Par accident ou par malveillance ou par sabotage, on peut supprimer de façon massive ou on peut copier de façon massive des données. Encore une fois, on prend l'exemple d'un collaborateur qui est vénère d'avoir été licencié. Pour autant, il est encore dans l'entreprise, il a encore ses accès. Eh bien, tiens, il va supprimer le fichier. Sans surveillance continue de votre système de documents, de votre système informatique, vous ne le voyez pas de suite. Ça ne peut pas se voir. Sauf s'il y a une remontée d'alerte d'un logiciel et d'un outil comme cyberdétection. Qu'est-ce qui va se passer si vous ne le voyez pas? Vous avez des sauvegardes qui vont s'incrémenter et vous allez vous retrouver avec une incrémentation qui aura déjà écrasé vos données parce que vous ne vous serez pas rendu compte à temps que les fichiers ont été supprimés. Tout à l'heure, on parlait de la partie sociale. On peut contrôler le dépassement horaire pour lutter contre les accidents de travail. Alors, l'exemple est très simple. On va dire que la limite de temps est de 11 heures de travail consécutif. Quand votre collaborateur travaille 11 heures et on peut en rigoler, hein, mais qui passe de son bureau à sa cuisine et qui se casse la gargoulette et qui se fait vraiment mal, c'est un accident de travail. Si on va vérifier qu'il a travaillé plus de 11 heures, vous êtes responsable. Ça fait partie des warnings qu'on peut mettre en place. On peut aussi mettre des warnings qui, là, sont
à la fois sociaux et à la fois cybersécurité, de plage horaire, de zones géographiques. Alors, on va déterminer que votre collaborateur est censé travailler de 8 heures à 18 heures. Il est censé travailler a priori sur une zone géographique, on va dire le département. Hein, on va donner une zone géographique précise. Si vous voyez, enfin, en tout cas, si le système vous fait remonter une alerte d'une connexion à 4 heures du matin à partir de la Russie, le prestataire informatique ou votre directeur des systèmes informatiques va pouvoir se poser des questions. Alors là, on est vraiment là sur la sécurité informatique. Ça veut tout simplement dire que vous avez eu un accès qui n'est pas autorisé. On a aussi la possibilité d'avoir le statut tout à l'heure, on en parlait, de l'actif ou de l'inactif du collaborateur. On a des cas, hein, les personnes, on croit pouvoir leur faire confiance, elles vont se connecter, on va pointer entre guillemets en disant bah, tiens, je commence à travailler. Donc il envoie l'information qu'il commence à travailler, puis la personne elle fait semblant. En fait, elle laisse son système TSE, son système à distance ouvert, et puis elle est complètement inactive. Alors, vous pouvez me dire, bah, tiens, elle lit des informations. OK, pourquoi pas. C'est un outil informatique qui va vous remonter une alerte. À vous de l'interpréter derrière. Et puis, dernier point, mais cette liste n'est pas exhaustive, elle a de limites qu'à notre imagination et encore une fois aux objectifs que l'entreprise veut mettre en place en termes de sécurité et de surveillance. Dernier point, c'est l'accès aux sites web qui sont définis par l'entreprise. Il y a peut-être des accès qui peuvent être catégoriquement interdits. Alors, on a effectivement les pare-feux qu'on peut paramétrer et qui ne sont pas forcément efficaces lorsqu'on est en télétravail. Eh bien, c'est un outil comme cyberdétection qui va pouvoir vous faire remonter ces alertes. Tout à l'heure, je vous disais, tout outil, tout nœud informatique qui va générer des journaux d'événements va pouvoir vous permettre de vous dire, bah, tiens, je veux contrôler, je veux surveiller tel point. Toujours dans le cadre de bienveillance et de responsabilité. Avec l'informatique, on a quand même la possibilité de remonter beaucoup de choses. Je reviens à ce que je vous disais auparavant. On est dans l'anticipation. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cas de… On ne fait pas les pompiers là. Là, on anticipe les problèmes. Alors, j'avais besoin aussi de vous faire un rappel, le et toujours. Je ne vais pas rentrer dans les détails. 5 conseils qu'il faut au préalable avoir en place dans votre entreprise. La sauvegarde des données. Alors, il y a encore un an, il y a des entreprises qu'on côtoyait qui ne sauvegardaient pas. Aujourd'hui, j'en trouve plus. Elles ont des doubles, des triples sauvegardes. La mise à jour automatique des ordinateurs, c'est quoi? C'est quand Windows vous dit, bah, tiens, il y a une mise à jour. Ils ne font pas ça pour vous embêter. Au-delà du fait de ralentir l'informatique, ils font ça pour barrer finalement les failles qu'il y avait encore d'existants dans Windows ou dans n'importe quel logiciel. Évidemment, la sécurisation des mots de passe. Bon, on imagine bien un collaborateur qui a mis sur un post-it son mot de passe pour qu'on puisse lui ouvrir sa session. Là, encore une fois, il va vous dire, mais moi, je n'ai rien à cacher. Mais là n'est pas le problème. Vous avez peut-être des entreprises externes qui vont venir avec des personnes qui sont malveillantes, qui vont avoir, bah, c'est facile, un mot de passe sur un post-it, sur l'écran d'un ordinateur. Ils vont rentrer dans le système, ils vont faire ce qu'ils veulent, du sabotage, de l'espionnage, pour le compte de quelqu'un d'autre probablement. Mais ce n'est pas que dans des films. C'est là où je ne suis pas là pour vous vendre de la peur, mais elle existe, elle est là, elle est présente dans votre entreprise. Une étape, bien entendu, primordiale, au-delà de l'implication qui est nécessaire du personnel, c'est la formation. Il n'y a pas besoin de faire de formation d'experts en cybersécurité pour expliquer à votre personnel qu'on n'ouvre pas n'importe quel email. Et ce n'est pas parce que vous avez des outils qui vont filtrer, des anti-spam qui vont filtrer les emails que vous n'allez pas vous retrouver avec un email qui peut être dangereux, avec une pièce jointe, vous allez vous dire, bah, tiens, c'est bizarre, je reçois une facture d'une entreprise, ok, je vais l'ouvrir pour la donner à ma comptabilité, et puis bah là, vous serez fait avoir, vous aurez ouvert un fichier qui est malicieux, qui va
générer l'activation je vais y arriver, d'un logiciel qui va crypter vos données, puis encore une fois, avec le but intentionnel de vous demander une rançon par la suite. Et puis, dernier point, c'est aujourd'hui le moins fréquent, et c'est celui qu'on vous propose, c'est de disposer d'un outil de contrôle des menaces du type SIEM. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un SIEM? C'est la gestion des événements de sécurité, comme cyberdétection. Dans la gestion des événements de sécurité, on a tous les éléments qu'on a vus jusqu'à présent qui correspondent plus particulièrement à vos collaborateurs en télétravail ou pas d'ailleurs. Et puis, bien entendu, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est toute la protection des menaces externes qui représentent 30%, mais qui peuvent être aussi les plus violentes. Je m'étais fixé une demi-heure et pas plus. On est à 28 minutes. Je vous remercie pour votre attention. Je suis à votre écoute s'il y a des questions, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, s'il faut que je développe des points en particulier. Si, excusez-moi, un dernier point, dans la conclusion, comme on dit souvent, la peur n'évite pas le danger et la prévention l'atténue. Alors, c'est bien beau de dire ça, mais c'est à appliquer finalement au quotidien et de façon continue dans son entreprise. Anticipation, prévention, formation. Si vous devez retenir 3 mots de mon intervention, ce sont ceux-là: anticipation, prévention, formation. Merci beaucoup, Fabrice, pour votre intervention. On a une question d'Agnès. Agnès, alors on a 2 Agnès. Donc je ne sais pas laquelle des 2 est. Est-ce que vous souhaitez peut-être prendre la parole pour poser votre question ou est-ce que vous souhaitez que je la lise? Agnès, vous nous entendez? Oui, bonjour. Bonjour Agnès, bonjour. on vous écoute. Pour une fois, il y a bébé qui dort, donc tout va bien. Profitez-en vite. Ouais, parce que ça va pas durer. Écoutez, en fait, ma question est toute simple. Vous avez parlé de l'Active Directory et bon, je suis pas technique, mais dans notre société, quand on est 70 personnes et je gère en fait le serveur pour le moment. Et du coup, j'ai l'Active Directory et je me posais cette question. Quand les salariés partent, quittent la société, on doit les supprimer de l'Active Directory ou juste les désactiver? L'un ou l'autre, mais désactiver est suffisant. L'essentiel, c'est qu'il n'ait plus accès, en fait. D'accord. Le plus important, c'est que votre Active Directory soit à jour. En fait. Comme tous les logiciels et comme toutes les choses. Exactement, c'est le primordial. Après, encore une fois, cyberdétection, c'est une couche supplémentaire de sécurité. C'est là où vous aurez des failles. Parce que même si vous faites très très bien votre travail, et puis juste avant l'intervention, on parlait du côté pointu des femmes. Là, pour le coup, il faut être hyper pointu sur l'Active Directory. Malgré tout ça, il y aura de toute façon des failles qui vont se créer au fur et à mesure du temps, malgré la bonne volonté. Ouais. Alors, il y a un truc que j'ai découvert en étant formée sur le serveur quand il a été déployé. En fait, on ne peut pas rentrer, enfin, c'est sûrement un avantage, on ne peut pas rentrer sur le serveur tant qu'on ne s'est pas branché avec un câble LAN. Donc, il faut quand même être physiquement dans les locaux pour pouvoir accéder à nos données. Oula, a priori non, excepté si vous êtes coupé du monde et que vous n'avez pas Internet. Non, on a Internet, effectivement. Mais ouais. Voilà, à part si vous êtes coupé du monde, encore une fois, que vous êtes dans une cage isolée. Non, mais ce n'est pas des blagues parce qu'on peut le créer informatiquement. À partir du moment où vous avez accès au serveur pour pouvoir, avec un Activity Directory, pour pouvoir l'utiliser pour des applicatifs ou pour des documents, il y a accès. Il y a accès. Et du moment où vous avez accès sur Internet, vous avez une porte ouverte sur l'extérieur. Et oui. D'où Firewall, d'où VPN et d'où… Exactement. Alors, tout à l'heure, là, pareil, je vous disais, je ne vais pas rentrer sur l'aspect technique des choses, mais le fait d'avoir un antivirus, d'avoir un firewall bien paramétré, un routeur, et puis plein d'autres solutions matérielles et logicielles existantes et assez automatisées, il faut les mettre en place, bien entendu, l'anti-spam aussi, et ça n'empêchera pas à 100% les menaces. Ouais, c'est vrai. On a affaire à de l'humain, c'est-à-dire qu'on a effectivement, on peut avoir des campagnes de phishing. Alors,
je prends souvent des exemples de personnes malveillantes qui vont acheter sur le dark web des solutions qui coûtent quelques centaines, au pire, quelques milliers d'euros pour pouvoir faire du phishing, qui vont envoyer à 2 millions de personnes des fichiers qui vont passer à travers certains filtres. Et puis, s'il y en a 200 qui vont répondre et qui vont payer à la menace avec la menace de ce message, c'est jackpot pour la personne. Donc, on a de l'humain mal intentionné avec l'appât du gain derrière un autre écran. Et la faille reste, même dans l'entreprise, elle reste humaine. Donc, c'est là où il faut avoir une couche supplémentaire de contrôle. Il y a encore quelques mois, elle était inaccessible pour les TPE, PME. Ouais. Mais heureusement qu'il y a des sociétés qui savent mettre en place et pour pas trop cher. Alors, l'accessibilité, comme je le disais en préambule, il faut qu'elle soit technique et il faut qu'elle soit financière, sinon ça ne sert effectivement à rien. Ouais. Ouais. On a en France l'organisme qui s'appelle l'ANSSI, qui est un organisme superbe, mais qui jusqu'à présent était dédié aux grandes entreprises, aux grandes collectivités, aux grandes institutions. Et on avait laissé de côté tout ce qui était TPE, PME, et pour autant, c'est quand même les sous-traitants de ces grandes entreprises. Le premier label de sécurité dans la cybersécurité qui est dédié aux TPE, PME, qui est donné par Cybermalveillance, qui est une tranche en dessous, l'ANSSI, date d'avril 2020. Donc, on est vraiment dans le début de la protection des TPE, PME. En tout cas, merci pour votre question. Merci à vous. Il faut être doublement vigilant sur l'Active Directory, même si vous y mettez toute votre attention pour le tenir à jour. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Peut-être la voix de Fabrice qui berce le bébé. Je pense qu'il faut continuer à parler, Fabrice. Ça va marcher, comme ça, quand tu vas dormir. Je vais vous faire une confidence, mais j'ai mon bébé qui a moins d'un mois, là, qui est dans l'autre pièce, et à première vue dort aussi, donc je dois aussi le bercer. Ouais. Elle va passer le replay de la visio plusieurs fois, Agnès. Oui, je pense, ouais. Fabrice, on a une question de Joy. Joy, est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Est-ce que vous avez un micro? Je vais essayer. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, oui, très bien. Ah, bonjour, pardon, attendez. Je vais même essayer d'activer la caméra. Parce que comme je suis sur site. Quel honneur! Ah, voilà, comme je suis sur site, j'ai le masque, on n'entend pas bien et on ne voit pas bien. Bonjour. Voilà, j'ai mis une petite question. Quid de l'historique de navigation? Parce que j'ai pas mal d'employés qui me disent oui, il faut que j'efface mon historique de navigation ou pas, parce que des fois je vais sur Facebook, des fois, je dis mais j'en sais rien, parce que moi je suis l'assistante de direction, je ne suis pas du tout dans l'informatique. Est-ce que c'est une menace Alors, une menace informatique, disons qu'avec l'historique, encore une fois, si une personne malveillante venait à avoir accès à l'historique d'un de vos collaborateurs qui a peut-être quelque chose à se reprocher, oui, ça peut être un levier pour pouvoir, encore une fois, le menacer et puis lui dire, bah, tiens, il va falloir que tu fasses ça, 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 avec quelqu'un de malveillant derrière, on n'a pas du gain. Alors là, on est un peu dans le film, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Pour la sécurité informatique, s'il n'y a pas quelqu'un qui va lire votre historique qui est malveillant, comme ça, de but en blanc, je ne vois pas de menace particulière. Pour en venir à peut-être l'arrière-pensée du collaborateur qui vous pose la question, qui se dit, bah, tiens, est-ce qu'avec mon historique, on va pouvoir, mon employeur va pouvoir me contrôler et puis me dire, bah, tiens, sur la journée, tu as passé tant de temps à faire autre chose que le travail. Là, on en vient à l'étape de surveillance responsable et bienveillante dont on avait parlé tout à l'heure. Est-ce que l'employeur a un objectif bien défini et pertinent et justifié d'aller contrôler l'historique du collaborateur? Ce n'est pas si évident que ça.
Et si la réponse est non, on n'a pas le droit d'aller voir son historique. Maintenant, je vous dirais par mesure de précaution, il efface son historique et point à la ligne, quoi. Oui, c'est ce que je lui ai répondu. Si moi je devais lui répondre, je lui réponds bah, écoute, tu t'effaces ton historique tous les jours et puis c'est tout. Voilà. Et puis tu ne te poses plus de questions. Donc, oui, ça peut représenter une faille de sécurité, puisqu'on est encore une fois dans l'humain. Et s'il y a quelque chose si le collaborateur a quelque chose à se reprocher, ben, la personne malveillante va jouer dessus. Et non, il n'y a pas de problème de sécurité pour lui ou pour l'informatique s'il n'y a personne de malveillant derrière ou s'il n'y a pas de contrôle intentionnel de l'employeur avec un objet, une intention bien précise. Merci. Merci Joy pour votre question. Alors, c'était les 2 questions qui étaient présentes dans le chat. Je ne sais pas si d'autres ont des questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre directement la parole. Ça sera plus simple, voilà, en branchant votre micro. Ah non, je croyais que quelqu'un était en train de prendre la parole. Pardon, j'ai rêvé. Hop là. Si vous êtes intéressé par la présentation de Fabrice, n'hésitez pas à lui envoyer un petit email peut-être. Fabrice, je ne sais pas. Alors, je crois que vous allez partager la présentation hein, qui reprend les points succincts de l'atelier. Et effectivement, il y a mon email dessus. Voilà, donc contact@cyberdetection.net. Donc, n'hésitez pas à garder précieusement ce contact. Et puis même, des fois, il arrive souvent qu'il y ait des questions qui viennent après coup. Donc, voilà, n'hésitez pas à contacter. Et accessible via LinkedIn, bien entendu. C'est aussi facile, Fabrice Laverne, vous allez me trouver. Super. Bon, merci beaucoup en tout cas, Fabrice. Il n'y a pas d'autres questions. Merci à tous. Vous avez ses coordonnées. Vous avez aussi les coordonnées de Solène ou de moi de l'UP. Si jamais vous ne trouvez plus les coordonnées de Fabrice, on fera le lien sans problème. Donc voilà, on reste à votre entière disposition. Merci à toutes, à tous, aux participants, à Fabrice. Et on a Stéphane qui nous dit merci beaucoup. Agnès aussi. Tout le monde vous remercie pour cette présentation. J'espère avoir été clair. À bientôt. Merci. Bonne journée. Prenez soin de vous.